Bonjour, Jean Val, traité de métaphysique. La fonction d'un traité est de donner aux problèmes classiques des solutions ordonnées, un traité révolutionnaire étant inconcevable. Nous sommes les héritiers d'une très ancienne culture. En un sens, il n'y a pas de progrès en philosophie. Platon ne sera jamais dépassé, mais il y a un mouvement. Whitehead a fait l'effort d'unir l'homme avec le monde. Les changements de concept n'indiquent pas un progrès. Avec Platon, l'être doit être cherché dans l'attribut, avec Aristote dans le sujet, différence. Aucun n'a résolu les problèmes qui se posaient à eux. Mépris du temps dans l'Antiquité. Pour Socrate, le bien est une science et le mal n'est qu'ignorance. Pour Platon, le temps est l'image fugace de l'éternité et fuyante de l'éternité. C'est l'échec de la philosophie du Moyen-Âge qui a conduit à Descartes. L'échec de ses disciples nous mène à Kant, pour qui la matière des sensations est inconnaissable. Locke et Hume font attention aux sensations. Le rationalisme fera la liaison entre les objets. L'argument de Hegel se fonde sur une conception du langage. La philosophie de Heidegger insiste sur le fait que l'homme est essentiellement être dans le monde, qu'il ne peut pas être séparé du monde. Commentaire de Kojève, qui reste une différence entre le sujet et l'objet dont on ne peut rendre compte que d'un réalisme métaphysique. Mène de Biran, le réel, c'est ce qui résiste. La négativité, c'est la dialectique. Chaque période de l'histoire a sa propre interprétation des grands philosophes. Platon élabore une conception par laquelle l'essence du réel se voit dans la puissance d'action à partir du Parménide et unification des deux mondes, idées d'abord divisées. Kant a montré que l'existence n'est pas un prédicat. Heidegger insiste sur Sophia, qui ne veut pas dire sagesse, sophos, celui qui a une familiarité, qui s'y connaît. Philia, sens de la communauté. La philosophie n'est pas l'amour de la sagesse, mais c'est l'art de s'y connaître dans la communion avec les choses. Pour Aristote, la métaphysique est l'étude de l'être en tant qu'être. La philosophie n'est pas une science, c'est un ensemble d'études, c'est l'art de nous questionner nous-mêmes. Réflexion sur le changement et découvrir sous le devenir des permanences. Platon dit que les premiers sages furent Homère et Hésiode, car partisans du devenir universel. Cette philosophie du devenir se formule dans le système d'Héraclite. Parménide nie la théorie d'Héraclite et constitue sa philosophie de l'éternel repos, l'éternité qui dépasse le mouvement et le repos. Parménide porta au plus haut point la pensée grecque. Zénon dénie au changement toute réalité. Platon montre que les choses sont sans cesse mouvantes et nous ne pouvons arriver à une vérité. Pour que le discours, le logos, soit possible, il faut quelque chose de stable. La science, dit Meyerson, est avant tout recherche de la permanence et de l'identité. Leibniz est le premier à intégrer le mouvement et le changement dans sa doctrine, totalité d'une vision spirituelle. Aubès, Galilée mettent en lumière l'idée de l'élément infinitésimal de force, le conatus présent à tous les moments du changement. Pour Hegel, l'univers tout entier n'est que développement de l'idée. L'histoire est essentielle à l'idée.
Les bouddhistes se meuvent dans l'idée de néant. Avec Bergson, le devenir en lui-même est saisi comme un absolu. Le devenir substance même de l'univers, c'est le changement qui est l'étoffe des choses. Heidegger dit que l'essence de l'être peut être aperçue seulement à partir de l'horizon du temps. Nous revenons au point de départ héraclitéen. Kant montre que la catégorie de substance est nécessaire pour concevoir le changement. Merleau-Ponty, c'est le temps objectif qui fait de moments successifs, qui est fait de moments subjectifs et successifs. L'idée de devenir nous apparaît comme le produit d'une abstraction. Parménide est ennemi du devenir, on trouve l'idée de continuité. Descartes passe par sa conception de la création continuée, qui est au fond création discontinue, établit une discontinuité du temps en insistant sur la continuité de l'espace. Kierkegaard insiste sur la discontinuité dans la vie mentale, saut qualitatif par lequel on va d'un stade à un autre de la vie. Thèse de Bergson, où la durée et le mouvement sont des indivisibles. Husserl, Sartre pensent que le moment fondamental n'est pas l'avenir, mais le présent. Chez Bergson, le devenir est élan. Kojève, un fait humain est avant tout désir et décision, projet. Le temps est par là même le changement est irréversible. Il paraît aller du passé vers l'avenir, mais dans les états intermédiaires comme le rêve, il va du présent vers le passé, échappant à nos prises, nous avons l'impression que le temps va en arrière. Kierkegaard écrit que l'effort doit être d'unir l'enfance, la maturité et la vieillesse, et de dépasser par là même le temps. Contemporanéité entre nous et Dieu, nous avons un devenir. Notre être est à notre être devenir. Hegel, Alain, Sartre montrent que nos œuvres sont des liens entre nous-mêmes et nous-mêmes. Affirmation par nous-mêmes, nous de nous-mêmes, de notre être. Idée nietzschéenne de l'amour du destin, amor fati. Rapport transcendant de soi-même à soi-même, être fort pour tirer de notre action intense au milieu d'un monde absurde, une joie. Désignation de ce qui dans le devenir dépasse le devenir, Whitehead. Devant le devenir, l'homme essaie de trouver quelque chose de stable, l'idée de substance née. La substance est une essence qui est, ousia, essence. D'après Aristote, le tort de Platon est d'avoir dit que le bon, le juste étaient des substances, alors que la véritable substance est l'individu. Son tort était d'identifier la substance avec l'essence. Spinoza unifie la pensée solution moniste, Leibniz pluraliste, le monde centrale créatrice, la monade. Kant considère la conservation de l'énergie comme l'équivalent du principe métaphysique de substance. Kant limite au domaine de la science l'idée de substance. La vraie pensée sera recherche de l'essence en tant que puissance qui appelle à l'être. Heidegger parlera d'une essence de la poésie qui est poésie de l'essence, essence créatrice. L'essence, dit Hegel, c'est la négation radicale de l'immédiat et du donné, c'est la médiation absolue. Pour Heidegger, l'essence, c'est la présence, ou suivant l'interprétation de Biro, l'apparition, l'avènement. L'essence de l'homme est liée à l'essence de la temporalité. Pensée de Platon, où il y a une génération vers l'essence, et il y a des essences devenues, essences existantes. Existence au pluriel, pleine d'essence. Aristote définit la philosophie première comme l'étude de l'être en tant qu'être. Il importe de montrer que Dieu est bien créateur de quelque chose de réel. Le créé a bien une réalité distincte de celle du créateur.
L'être, c'est ce dont l'acte est d'être. Pensée de Duns Scott qui accorde de l'importance à l'unité de l'existence et de l'essence en Dieu. Dans les choses divines, l'existence est tirée du concept de l'essence. Avec Descartes, Dieu est pensée infinie et il est inséparablement volonté ou liberté. Avec Wolff, en Dieu, essence et existence coïncident. L'essence de l'être nécessaire fonde son existence. On appelle être ce qui peut exister, l'être sera le possible. Avec Kant, l'expérience nous donne que des phénomènes et Dieu est une chose en soi. Hegel nous dit qu'il ne peut rien y avoir pour la pensée qui ait moins de contenu que l'idée d'être, si ce n'est l'existence sensible extérieure. Il nous montre l'esprit allant naturellement de l'idée d'être à l'idée de néant. Pour Platon, ce qui est, c'est avant tout l'être intelligible. Dans la pensée de Gabriel Marcel, l'être est un point de départ et n'est jamais un point d'arrivée. Chez Spinoza, les accidents dérivent nécessairement de la substance, le mode. Socrate a montré que si on nie la possibilité de l'erreur, on nie par là même la possibilité de la vérité. L'existence de l'erreur implique l'existence de la vérité et l'homme n'est pas, comme le disait Protagoras, la mesure de toute chose. Avec Spinoza, l'erreur n'existe que quand nous transformons ce qui est vrai d'un point de vue partiel en une vérité absolue. Bergson, d'une manière analogue, tout est ordonné et c'est seulement notre ignorance qui fait l'apparence du désordre. Pour la philosophie antique, le mal est lié à l'ignorance. Avec l'avènement du christianisme, la vue sur le mal a changé. Saint Paul opposait la loi de la chair à la loi de l'esprit. Inconsistance du négatif, Nikolai Hartmann, dans la proposition de Parménide, mais l'argumentation est fausse car elle repose sur le fait qu'on ne peut jamais trouver la pensée sans l'être. Réfléchir sur l'idée du non-être et voir qu'il n'y a de pure production de la pensée, à quoi rien ne répond dans la réalité. Bergson, anti-parménidien, par essence affirmant la plénitude de l'être, l'idée du néant est un produit de notre esprit. Le néant, c'est l'altérité. Et Spinoza dira que toute détermination est négation. Platon a dit que pour déterminer une idée, il faut dire qu'elle n'est pas telle autre idée. Le néant produit de la négation. Le non-être est admis par Sartre. Le néant se rencontre et nous rencontre dans l'angoisse. Pour Sartre, le néant est la possibilité permanente du non-être, phénomène de l'angoisse, vertige devant la liberté. Chez Aristote, la relation s'ajoute à un terme de façon à l'unir à un autre terme. Pour Hegel, il n'y a rien qui soit isolé. Depuis Platon, la vérité est dans le jugement. L'esprit humain transforme la réalité en termes, puis en relations intellectuelles. Zénon argumente contre l'existence de l'espace. S'il y a un lien, il y a quelque chose. Et s'il est en quelque chose, il y a un lien à l'infini. Donc, il n'existe pas. Tout événement a une cause, le jugement est une des racines de la réflexion de Kant. L'esprit grec concevait toute chose sur le mode de l'œuvre d'art ou de l'objet artificiel. Hegel conçoit la matière comme caractérisée essentiellement par la pesanteur. Le marxisme ne se constitue comme réfutation de l'hegelianisme, nouveau fondement empirique à la réalité, le réel devient phénomène. Le praxis révolutionnaire, les philosophes ont cherché à interpréter le monde. Il faut le transformer. Les hommes font eux-mêmes leurs propres histoires. Dit Engels, dans un milieu donné qui le conditionne, la pensée de Marx va devenir une critique de l'aliénation de l'homme. Humanisme positif, véritable devenir de l'histoire, lutte des classes et dictature du prolétariat. Berkeley nie le matérialisme car la matière est une idée générale et pour lui il n'y a pas d'idée générale.
La matière peut être considérée sous l'aspect de l'énergie, de puissance, quanta discontinu. Un élément physique n'est rien s'il n'est pas un certain rythme prolongé d'activité. Un atome n'a pas d'existence à un instant T. Le temps de l'action lui est inhérent. Pour Russell, la matière, c'est ce qui satisfait aux équations de la physique. Pour les premiers poètes, le devenir est l'essence de toute chose. Avec Platon, le commencement de l'âme est aussi le commencement du temps. Pour saint Augustin, le temps est lié à l'âme et il est dans l'âme. Le cogito chez Descartes est pensé dans l'instant, la lumière se transmet instantanément. Pour Spinoza, le temps est un pur mode de notre pensée. Il veut venir, il veut voir toute chose sous l'aspect de l'éternité. Newton dit que le temps est un organe par lequel Dieu sent et se représente les choses. Hegel a montré qu'il n'y a pas des quantités discontinues et des quantités continues qui seraient opposées les unes aux autres. Les sceptiques et Nézidem insistent sur le caractère non satisfaisant de l'idée de causalité. Ils concluent que l'idée de cause est une création de l'esprit. Les empiristes remplacent l'idée de cause par celle de loi, comme la gravitation. Bergson soutient que la causalité est sentie avant d'être pensée. Avec Alexander, la qualité et la quantité sont des aspects complémentaires de la réalité et admettent un réceptacle actif qui est l'esprit. Minkowski a insisté sur l'existence d'un espace vécu qui est un espace qualitatif. Chez Bergson, l'avenir, c'est l'élan même de notre vie psychique. Le présent étant lié à l'action. La mémoire est essentiellement affective, mémoire du cœur de Rousseau, conçue par Benjamin Constant et sentie par Chateaubriand. Chez Proust, la mémoire est essentiellement affective. Pour Sartre, le présent est présence de quelque chose à moi, l'avenir est rarement représenté, le temps lui apparaît comme une brisure, une fissure analogue à celle de la conscience. Le temps humain est dominé par l'avenir. Note Kojève dans son commentaire de Hegel, le temps du projet. Il y a un temps pour construire, pour vivre, dit le poète Eliot. Temps pour Heidegger. La durée saisit dans son inadéquation sorte de décalage qui a pour résultat que quand nous faisons quelque chose, la raison pour laquelle nous le faisons disparaît dans cet acte même. Le dessein s'altère dans son accomplissement. Vigny aperçoit l'éternel dans les fentes du temps. Gautier dit que le temps sort de son ornière. La puissance du temps, sentiment que c'est lui qui nous manipule. Être ici est une splendeur, être ici est beaucoup, dit Rilke. Conception de Monet pour qui la matière s'évanouit en lumière et en énergie. Courbet nous fait sentir la densité, l'opacité d'une matière. L'idée de chose dépend de la conscience sentante. Cézanne a tenté de nous faire saisir que la chose est éclairée de l'intérieur, que la lumière émane d'elle. Il y a une sorte d'âme dans la chose. Le vitalisme se fonde sur l'adaptation de certains organes situés dans un être donné par rapport à des organes situés dans un autre être. Il y a adaptation qui nous amène à l'affirmation d'une force organisatrice de la nature. L'idée d'organisme est liée à l'idée de totalité. L'organisme a le pouvoir de modifier son équilibre pour faire face à une menace. Il y a dans la vie une autonomie vivante, une unité. Pasteur a dit que la matière vivante est caractérisée par la dissymétrie moléculaire et seules des synthèses photochimiques mettent en jeu la lumière solaire polarisée.
et qui ont circulairement et qui ont pour but d'engendrer le passage de la matière minérale à la matière organique activée. La nature profonde de l'homme, être vivant, agit dans sa structure même, qui va jusqu'à l'échelle moléculaire sans interposition active de matière inorganique et inorganisée. Whitehead nous dit que chaque nouvelle rapproche les sciences des mondes qu'elles décrivent. Schopenhauer insiste sur l'idée que la vie est toujours espérance d'un état meilleur. Espérance pour lui toujours frustrée. Idée de Spinoza pour qui la philosophie est méditation de la vie et non de la mort. La tragédie antique n'a fait que prendre la succession des cérémonies religieuses. Le travail est insertion de l'homme dans le monde et transfiguration de ce monde. Logos signifie parole et raisonnement. Platon définit la pensée comme un dialogue de l'âme avec elle-même, idée présente chez saint Anselme qui dira que Dieu est la vérité suprême subsistante par soi. C'est en Dieu que nous connaissons les vérités éternelles. Une vraie définition pour Spinoza est celle qui nous montre la genèse du défini, une définition génétique. Pour Marx, il faut tenir compte du sujet et de l'objet. La sensation en est l'interaction en relation dialectique. Marx insiste sur le fait que la connaissance n'est pas contemplation passive de la vérité, mais la philosophie doit être un changement apporté au monde, action. Un instrument de la volonté pour Nietzsche, la connaissance. Pour Dewey, l'homme est essentiellement un être qui se trouve en face de problèmes à résoudre et la pensée en est l'instrument. L'homme est toujours en quête de vérité. Bergson définit l'intuition comme l'acte par lequel la réalité absolue nous est révélée. Avec Hartmann, la connaissance est un acte transcendant. Chez Jasper, la transcendance est immanente à l'existence. Karl Jasper. L'homme est l'être qui tire la vérité de sa cachette. Les philosophes classiques ont parlé de l'éternité des vérités. La vérité est l'expression d'une expérience réelle de l'être pensant et sentant. Pour l'homme, être, c'est penser. La vérité est souvent liée au courage, comme le mensonge à la lâcheté. Platon voyait dans la science le moyen pour l'esprit de stabiliser le réel. Lavelle propose une classification des valeurs économiques, affectives, intellectuelles, esthétiques, morales et religieuses. Pour Platon, le bien suprême est le fondement de toute utilité, et toute utilité prend sa signification à partir de ce bien suprême. Avec Lavelle, la valeur est unie essentiellement à la liberté. Montaigne met en lumière la subjectivité de la valeur que notre opinion donne prix aux choses. Suivant Spinoza, les choses n'ont de valeur qu'en tant qu'elles nous agréent. Lavelle vise et voit que la valeur qui était le courage à la guerre est devenue l'utilité économique. La valeur, c'est la liberté se dépassant elle-même. En ce sens, la liberté serait le fondement de la valeur. Suivant Socrate, la vertu est science, le vice ignorance. La liberté vient de notre croyance en la liberté. Kierkegaard insiste sur le rôle du choix et la liberté liée au temps. Ce qui est libre pour Bergson, c'est ce qui ne peut pas être inféré à partir du passé. Renouvier parle de l'acte libre comme d'un commencement absolu. La véritable liberté ne peut être expérimentée que de l'intérieur. D'après Kierkegaard, plus je pense impersonnellement, moins j'existe. L'existence, c'est ce qui nous résiste et est fort de nous-mêmes, unis à notre corps sur ce qui nous résiste. Et la personnification de la négativité, son incarnation.
L'existence est retour sur soi et sortie hors de soi. Hegel a mis en lumière que l'homme est la personnification de cette négativité. L'homme est l'être qui transcende. Il y a trois parties de l'âme: l'âme rationnelle, l'âme caractérisée par le cœur et le courage, et le désir. L'âme est une substance pensante. Descartes dit « je pense, donc je suis, j'ai conscience, donc je suis ». Leibniz voulait spiritualiser la matière. La Métrie veut matérialiser l'esprit. Toute la philosophie rationnelle est fondée sur un sophisme. Y a-t-il une substance spirituelle ? Nous n'avons pas les moyens de prouver que l'observation du jeu transcendantal peut passer à l'affirmation d'une chose en soi. La conscience, dit Husserl, est intentionnalité. Elle se dirige toujours sur quelque chose de différent d'elle. Elle est essentiellement direction de regard. L'intentionnalité. Alexander dit que la conscience est toujours conscience de quelque chose. La théorie épiphénoméniste admet les phénomènes qui seraient effets sans pouvoir être à leur tour cause. Le matérialisme dialectique affirme qu'il y a un mouvement universel dans les choses. Platon disait qu'il fallait philosopher avec toute son âme. Dieu pour Spinoza est la nature naturante, l'esprit créateur de la nature. La conscience religieuse est pour Kegehart notre propre subjectivité. Le nom qui lui conviendrait mieux est amour. L'essence chez Descartes joue presque le rôle de cause. Avec Kant, Dieu est fondement de la moralité. Impiété de chercher des preuves de Dieu pour Kegehart, cela suppose une sorte de doute. Dieu existe par mes rapports avec lui. Nietzsche est en faveur d'un Dieu qui n'existe pas, où il faut la faire disparaître, le tuer. Nous sommes dans un monde sans signification. Mot d'Héraclite, les dieux naissent de la mort de l'homme et l'homme naît de la mort des dieux. Kant et Hamilton ont nié que l'absolu fût connaissable, car connaître, c'est toujours mettre en relation. L'absolu ne pourra pas être connu. Transcender, c'est aller vers, en montrant Bergson, insiste sur le rôle de l'art comme révélateur du réel. La nature, dit Héraclite, aime à se cacher. Idée chez Montaigne de la bienveillance de la nature. La nature prend une existence pour elle-même et en elle-même, avec Rousseau. Avec le christianisme, l'idée du monde est celui de la chair et des sens. Hegel condamne le romantisme et son subjectivisme. Il préfère l'affirmation de la totalité organique. Pour Hegel, il n'y a que des degrés différents d'une même réalité. Rien n'est perdu, tout se retrouve. L'idée est à la fin, comme au début, du déroulement des phénomènes. Dans le poème de Parménide, il y a l'opposition de l'apparence et de la réalité. Hegel, Bradley maintiennent cette opposition, mais s'efforcent de la dépasser. La philosophie de Hegel est une philosophie de la réalité, celle de Kegehart est une philosophie de l'existence. L'idée de réalité désigne la totalité objective, l'existence est une affirmation, la réalité est les résistances, comme l'a dit Max Scheler, en partant des vues de Mende de Biran. L'amour fati nietzschéen constitue un effort pour dire oui au destin en lui-même, sans le transformer en l'idée d'une destinée individuelle. D'après Kegehart, il y a une dialectique de la certitude et de l'incertitude au sein de la croyance en Dieu. Pour Aristote, l'ordre est la disposition de ce qui possède des parties. Toute la pensée de Platon et plus encore d'Aristote est dominée par l'idée d'un ordre immanent aux choses et qui leur vient du fait que l'univers est organisé par Dieu. D'après Platon, la suppression des hypothèses constitue une science universelle. C'est à partir de la région pure des idées qu'on peut s'élever vers le fondement de toute science, qui est en même temps le fondement de toute réalité, et que Platon appelle le bien, qu'il compare au soleil. Après la dialectique ascendante, Platon pense que l'on peut constituer une dialectique descendante,
qui, partant des niveaux les plus élevés de la réalité, descend vers les expériences particulières. Il s'agit de trouver les articulations du réel par le processus de division. L'idée de totalité gouverne la pensée de Hegel. Le devenir, considéré par un esprit grec irrationnel, est pour Hegel quelque chose de rationnel. Il érige en concept le devenir lui-même. La pensée de Kant est une pensée qui sépare, qui divise nature, esprit, forme, matière. Pour Hegel, il faut montrer comment la matière et la forme s'unissent. Marx se réclame de la phénoménologie de l'esprit en tant qu'elle montre que l'homme est ce qu'il fait, que l'homme se définit par son travail. Marx conserve de Hegel l'idée de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. L'idée n'est pas autre chose que la matière, mais c'est la matière transformée dans le cerveau humain. Pour Pascal, le christianisme apparaît comme une union des contraires. Le temps de Kierkegaard est essentiellement dirigé vers l'avenir. Comme Nietzsche, il pense qu'en plaçant l'homme devant quelque chose de terrible, on peut exalter infiniment l'homme. Par opposition à Hegel, qui est toujours dans la médiation, ils veulent atteindre l'immédiat. C'est parce que l'esprit humain veut se saisir du réel et que ce réel n'est pas facilement étiquetable que cet esprit va d'une théorie à une autre avec des approfondissements en jeu du va-et-vient d'une idée à une autre. Heidegger part de l'idée finale de Husserl où les essences sont essences vécues pour montrer que la philosophie doit être non pas contemplation d'essence séparée de l'existence, mais étude de l'essence de l'existence qui est l'existence elle-même. D'une philosophie de l'essence, on passe à une philosophie de l'existence. La dialectique n'est pas l'explication finale, il y a une explication de la dialectique elle-même par la présence de la réalité. L'esprit humain s'efforce d'aller vers le réel, mais le réel se refuse à cette entreprise de l'esprit. La dialectique est un chemin à travers. La dialectique est une voie plutôt que point de départ ou d'arrivée. Effort vers une saisie de la réalité, il y a un effort vers une vue objective des choses. L'homme est naturellement hors de lui, dit Heidegger. Exister, c'est être hors de soi. C'est être auprès des objets, c'est être essentiellement dans le monde. Je prends conscience de quelque chose qui était là, en moi, auparavant, mais inconsciemment. La dialectique, c'est le domaine de la conscience. La conscience est toujours distance de soi-même par rapport à l'objet. Dialectique vécu et senti. Il y a une ontologie positive de la perception et une ontologie négative du moment mystique. Hegel et Kierkegaard ont insisté, chacun à sa façon, sur l'union paradoxale de l'immanence et de la transcendance. La dialectique hegelienne nous mène à une vision de la totalité. La dialectique est le processus même de l'esprit en présence des problèmes de la métaphysique. La dialectique est la conscience dans son malheur, dans la distance qui la sépare et des choses d'elle-même. Notre destinée est peut-être de faire de ce malheur notre bonheur. La raison naît du triomphe sur la non-raison et la non-raison du triomphe sur la raison. Aristote parlait d'entéléchie, d'être complètement en acte. L'absolu et le transcendant sont les points extrêmes de la pensée où elle atteint ses propres limites, ce que Lawrence appelait le Dieu sombre. La philosophie est attitude de questionnement plutôt que de réponse. Elle est le mouvement qui va de la réalité vers l'extase. En présence des choses, nous éprouvons une plénitude. Nous ne séparons plus l'intérieur et l'extérieur, l'infini et le fini. Et le dialogue incessant en arrive à sa conclusion dans le silence. Merci.